Bonjour à tous, je m'appelle Romain Roger, je suis psychologue et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma deuxième vidéo sur l'anxiété généralisée. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur l'anxiété généralisée, je vous invite à aller la voir. Elle parle des principales caractéristiques de ce trouble. Et aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt les origines, le fonctionnement et les solutions à apporter. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus anxieuse qu'une autre? Pour répondre à cette question, je vais maintenant vous présenter les facteurs prédisposants à l'anxiété. Nous ne sommes pas tous égaux face à l'anxiété. En effet, dès la naissance, il y a des individus qui sont plus anxieux que d'autres. Il y a des enfants qui sont plus calmes et d'autres qui s'excitent plus facilement. Il faut savoir que ce poids de la génétique dans l'anxiété est estimé à 30%. Alors comment est-ce qu'on arrive à un chiffre comme ça? Il y a des études qui ont été menées sur des vrais jumeaux, séparés à la naissance et qui ont grandi dans des milieux différents. Et donc on a pu déterminer le poids de la génétique sur certaines caractéristiques, dont l'anxiété. Et donc on est arrivé à ce chiffre qui est de 30%. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que pour d'autres troubles, comme par exemple la dépression, ce chiffre monte encore bien plus haut. Il faut savoir aussi qu'il existe une dimension neurobiologique à l'anxiété. Le cerveau est constitué de cellules, ces cellules s'appellent des neurones, et en fait les neurones, ça ressemble à des noyaux comme ça, avec une sorte de tentacules qui permettent de communiquer avec d'autres neurones. Donc je vous ai fait un petit schéma. Ici, ça s'appelle le schéma de la transmission synaptique, c'est-à-dire que les petites tentacules en fait qui permettent aux neurones de communiquer entre eux sont des synapses. Et donc là, il y a la terminaison d'une synapse, d'un neurone, et la terminaison d'une autre synapse, d'un autre neurone. Et donc, comment est-ce que les neurones communiquent entre eux? En fait, il y a une information qui arrive par ici, c'est une information électrique, et cette information va être transformée en information chimique. Ici, il faut imaginer que c'est un peu un liquide. Et donc, ils vont créer des molécules, des neurotransmetteurs, qui vont transmettre l'information à transporter. Et cette information, en gros, elle est binaire. Elle dit, ce neurone-là, il peut donner l'ordre à ce neurone-là de s'activer, de s'exciter, ou au contraire, de se calmer, de s'éteindre. Et donc, il libère un neurotransmetteur. Alors, par exemple, ici, les neurotransmetteurs ronds, c'est des neurotransmetteurs, on va dire, qui activent ce neurone. Et puis, par exemple, ici, c'est un neurotransmetteur carré qui dit, au contraire, à ce neurone de s'éteindre. Et donc, en fonction des neurotransmetteurs qui sont transmis, ce neurone va s'éteindre ou s'allumer. Donc voilà comment communiquent entre eux les neurones. Et donc, ce qui se passe dans l'anxiété, c'est qu'il y a des déséquilibres, on va dire, moléculaires, chimiques, qui font que, par exemple, il y a plus de neurotransmetteurs excitateurs qui vont passer, et il y a moins de neurotransmetteurs inhibiteurs, qui vont dire de se calmer, qui vont passer. Et donc, finalement, les neurones vont toujours rester allumés, vont toujours rester excités, et c'est ce qui fait qu'on s'inquiète et qu'on est anxieux. Si la génétique représente 30% dans les causes de l'anxiété, ça veut dire que le reste représente 70%. Et le reste, qu'est-ce que c'est? Le reste, c'est tout ce qui se passe tout au long de votre vie. Ce sont par exemple des expériences malheureuses, des expériences traumatisantes qui vont petit à petit vous conduire à être un peu plus anxieux parce que vous avez déjà vécu ces risques, ces menaces. Ces expériences sont d'autant plus anxiogènes qu'elles se sont déroulées tôt dans votre vie. En effet, si par exemple vos parents divorcent à l'âge de 3 ans, c'est pas la même chose que s'ils divorcent quand vous en avez 20. Il y a aussi une influence de l'éducation. En effet, si vos parents vous transmettent le message que le monde est dangereux et que vous devez faire attention aux menaces qui pèsent au-dessus de vous, forcément ça va vous rendre anxieux. Si par exemple un petit enfant apprend à marcher et il tombe par terre et que ses parents accourent et disent tu vas bien, il s'est rien passé, etc. L'enfant il va se relever, il va avoir peur, il va se dire qu'il est fragile et que c'est grave de tomber. Si par contre maintenant l'enfant il tombe pour la première fois en marchant et puis il tombe sur les fesses et ses parents lui disent écoute relève-toi, t'inquiète pas, ça arrive, c'est pas grave de tomber, on apprend comme ça, et l'enfant va se dire finalement que c'est pas si grave de tomber et il va peut-être un peu plus prendre confiance en lui. Les parents constituent aussi des modèles, des exemples pour les enfants. Et si les parents s'inquiètent par exemple d'arriver en retard au travail,
Et donc les enfants, eux aussi, vont s'inquiéter d'arriver par exemple en retard à l'école. Enfin, les causes de l'anxiété se trouvent également dans notre entourage. Les personnes que l'on côtoie régulièrement et qui sont anxieuses, quelque part, elles vont nous transmettre cette anxiété. Il y a un petit peu un côté contagieux de l'anxiété. C'est pas un virus qui se balade dans les airs, mais si pendant de longues journées, de longues semaines, vous êtes toujours avec la même personne et que cette personne elle s'inquiète de certaines choses, et petit à petit, vous aussi, vous allez faire attention à ces choses-là et elle va petit à petit vous rendre anxieuse. Donc effectivement, si par exemple votre conjoint ou votre conjointe s'inquiète beaucoup, si votre collègue de bureau s'inquiète beaucoup, si des personnes dans votre famille s'inquiètent beaucoup, ça peut avoir une influence sur vous et finalement vous rendre un peu plus anxieux. Il existe plusieurs raisons qui font que l'anxiété persiste. Je vais donc maintenant vous présenter ces principales raisons. Et quelque part, quand on aborde ces facteurs de maintien de l'anxiété, on commence déjà à entrevoir les solutions qui pourraient être apportées à l'anxiété. Le premier facteur de maintien, ce sont les croyances que la personne a en l'utilité de s'inquiéter. Parce que oui, les personnes, si elles s'inquiètent, c'est que quelque part, elles pensent avoir de bonnes raisons. Donc elles ont différentes croyances autour de l'utilité de s'inquiéter, comme par exemple que s'inquiéter permet de résoudre les problèmes, permet d'anticiper les problèmes, permet de trouver davantage et de meilleures solutions. Les personnes pensent que s'inquiéter permet d'éviter des émotions négatives, comme culpabiliser, se sentir triste ou encore être en colère. Les personnes pensent que s'inquiéter leur permet de montrer aussi aux autres qu'elles tiennent à eux. Certaines personnes aussi développent des croyances autour du fait que quelque part elles s'inquiètent, c'est comme ça, on ne peut rien y changer et que c'est une fatalité. Et finalement, toutes ces croyances maintiennent la personne dans un état d'anxiété parce qu'elle pense qu'elle agit de façon, on va dire, raisonnable, de façon rationnelle, et donc ça la conforte dans son attitude et ses comportements. Il y a aussi la façon dont les personnes appréhendent les problèmes. Quand quelque chose arrive de nouveau ou quelque chose est menaçant, la personne va voir surgir des pensées automatiques catastrophiques, dramatiques. Elle va surréagir, se dire que c'est grave, qu'il faut absolument qu'elle réagisse, qu'elle résolve tout de suite le problème. Et toutes ces pensées en fait automatiques et cette façon d'appréhender la nouveauté et les problèmes, finalement ça aussi ce sont des facteurs de maintien dans l'anxiété. Un facteur important de maintien de l'anxiété est aussi lié à la mémoire. C'est-à-dire que les personnes anxieuses gardent en mémoire beaucoup plus les événements négatifs que les événements positifs. Par exemple, si vous êtes très anxieux, vous allez beaucoup plus facilement vous souvenir d'un épisode où vous vous étiez inquiété et que finalement vous avez eu raison de vous inquiéter. Alors ça, je vous fais confiance, vous allez le garder en mémoire. Par contre, l'épisode où vous vous êtes inquiété, où vous avez beaucoup souffert à vous prendre la tête à ce problème, etc., et finalement qu'il ne s'est rien passé, ça en général, vous l'oubliez complètement. Et en général, en plus, il y a beaucoup plus d'épisodes où vous vous êtes inquiété pour rien que d'épisodes où effectivement vous vous êtes inquiété et il s'est passé quelque chose. Mais vous allez plutôt retenir l'épisode où il s'est passé quelque chose. Donc ces biais de mémorisation aussi sont des facteurs de maintien importants dans l'anxiété. Il y a aussi la présence de rumination, c'est-à-dire des pensées en fait qui tournent en boucle, c'est-à-dire des choses auxquelles vous avez déjà pensé, des soucis qui reviennent, qui retournent comme ça, vous connaissez le début, vous connaissez la fin et malgré tout ça vous envahit. Ça vous épuise, vous ne faites qu'y penser, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, ça évidemment, ces pensées ruminatoires, c'est aussi un facteur de maintien de l'anxiété. Enfin, le facteur de maintien le plus important, c'est l'intolérance à l'incertitude. En fait, l'intolérance à l'incertitude, quelque part, c'est le cœur nucléaire de l'anxiété. D'une certaine façon, on pourrait dire que l'anxiété, c'est la peur de l'incertitude. Les personnes anxieuses détestent l'incertitude. Elles préfèrent qu'on leur dise non tout de suite, plutôt qu'on leur dise je vais peut-être voir, peut-être que ce sera oui et je reviens vers toi. Ça, elles n'aiment pas. Et donc finalement, en fait, les personnes anxieuses vont essayer d'éviter et de réduire au maximum cette incertitude. Elles vont essayer de contrôler cette incertitude.
et elles vont s'épuiser en fait à réduire cette incertitude. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'incertitude est un puits sans fond. C'est-à-dire que si on se met à penser et à remettre en cause, on peut trouver de l'incertitude partout. En ce moment même que vous êtes en train de m'écouter, qu'est-ce qui vous prouve que vous n'êtes pas dans un rêve? Vous voyez, vous pouvez toujours douter de coup. Qu'est-ce qui vous prouve que je suis un homme? Vous allez dire, vous avez une voix grave, et alors? Montrez-moi votre carte d'identité. Je vous montre ma carte d'identité, vous voyez, je suis un homme, et alors? Ça peut être une fausse carte d'identité. Vous allez me dire, si vous vous mettez tout nu, on va voir, et alors? Peut-être qu'après tout, aujourd'hui, il existe des opérations, et que finalement... Donc au final, cet exemple vous montre en fait qu'on peut toujours remettre en cause, on peut toujours trouver de l'incertitude. Donc il faut savoir qu'il existe, on va dire, deux grandes familles de solutions pour le traitement de l'anxiété. La première, ce sont des solutions médicamenteuses, et la deuxième, ce sont des solutions qui sont plutôt en rapport avec un accompagnement psychologique. Concernant la solution à l'appui médicamenteux de l'anxiété. Bon, déjà, je tiens à dire que je suis un psychologue, dont je ne prescris pas de médicaments, et je connais beaucoup moins bien que les médecins les mécanismes, on va dire, d'action des médicaments. Néanmoins, j'ai un avis sur la question. Concernant l'appui médicamenteux pour l'anxiété, ça peut être pertinent dans des situations bien précises, notamment des situations où ça porte vraiment préjudice à la personne. Et donc à ce moment-là, si la personne, ça va lui causer préjudice parce qu'elle va perdre son travail, parce que sa femme va le quitter, ou parce que ses enfants souffrent de son anxiété, etc., effectivement, ça peut valoir le coup de proposer un mode d'action médicamenteux pendant un moment pour permettre à la personne ensuite de réduire cette anxiété. Néanmoins, ces appuis médicamenteux ne peuvent fonctionner qu'à court terme, parce qu'à long terme, déjà d'une part, il y a des effets d'habituation. C'est un peu comme l'alcool finalement. Les personnes qui boivent de l'alcool, elles cherchent un certain effet, une certaine ivresse, et puis à mesure qu'elles boivent, il leur en faut toujours plus pour atteindre le même niveau d'ivresse. Sur les anxiolytiques, ça fonctionne un peu comme ça. Donc ça, c'est le premier point qui est un peu gênant. Et le second point, en fait, c'est, si vous avez vu ma première vidéo sur les principales caractéristiques de l'anxiété, c'est que l'anxiété, elle ne fait qu'augmenter. Et donc finalement, on ne règle pas le problème en fait avec les médicaments. Avec le médicament, on gère les conséquences de l'anxiété, mais on ne gère pas les causes et les origines qui sont dans ce que je vais maintenant vous présenter, c'est-à-dire la façon de gérer les mécanismes psychologiques qui conduisent la personne à s'inquiéter. Donc pour l'accompagnement psychologique, je vais vous présenter moi les méthodes que j'emploie pour réduire l'anxiété. Alors la première chose déjà, c'est la psychoéducation. C'est ce que je suis en train de faire en fait, c'est que je partage avec les personnes les informations concernant l'anxiété afin que la personne comprenne vraiment d'où ça vient, comment ça fonctionne, comment ça évolue et quelles peuvent être les solutions qui peuvent être mises en place. Donc ça c'est très important pour permettre à la personne aussi de prendre conscience qu'elle s'inquiète. Et déjà effectivement, quand on prend conscience qu'on s'inquiète, on ne règle pas le problème en entier, ça c'est clair, c'est pas suffisant, mais ça améliore les choses. Vous voyez, l'anxiété elle est peut-être à 100%, et quand vous allez commencer à prendre conscience que vous inquiétez trop, vous allez prendre conscience que vous êtes dans un souci type 2, si vous avez vu ma première vidéo sur l'anxiété, si vous vous rendez compte que ça vous cause préjudice, si vous vous rendez compte que vous êtes dans des pensées ruminatoires, etc., et mine de rien, ça va un peu améliorer les choses. En tout cas, ça va contenir l'anxiété. Ensuite, pour réduire cette anxiété, on va mettre en place des ateliers qui répondent finalement aux facteurs de maintien de l'anxiété qu'on a vus auparavant. On va s'attaquer à ce qui fait que ça persiste pour que finalement ça s'arrête. Donc concrètement, sur les croyances sur l'utilité de s'inquiéter, on va mettre en place des ateliers pour vous identifier vos principales croyances pour lesquelles vous pensez que c'est utile de s'inquiéter, et on va discuter ensemble de voir si, quand on pose sur le papier, est-ce que ça tient vraiment ses promesses? Est-ce que le fait de s'inquiéter permet vraiment d'éviter d'avoir des émotions négatives? Est-ce que ça permet vraiment de régler ses problèmes? Etc. Je ne vous cache pas qu'en général, on arrive à la conclusion que non, ça ne sert à rien.
On va chercher également à identifier les pensées automatiques qui surgissent de façon spontanée dans les situations où il y a quelque chose d'inquiétant, il y a quelque chose de menaçant, de nouveau. Et ces pensées, par exemple, vous vous dites, c'est dramatique, il faut absolument que je réagisse, il faut absolument que je règle le problème, etc. On va essayer d'identifier ces pensées et voir si c'est pas possible de penser autrement, si c'est pas possible de répondre à ces pensées avec un certain recul. On va également travailler sur la gestion de l'incertitude en essayant de passer d'une logique qui consiste à réduire l'incertitude à une logique qui consiste plutôt à l'accepter. Pour ça, on va essayer d'identifier quels sont tous les comportements que vous mettez en place pour réduire cette incertitude. Je sais pas, par exemple, moi j'ai des patients qui ont plusieurs réveils le matin pour être sûr de bien se réveiller à l'heure pour aller au travail. On va chercher à identifier ces comportements et les réduire. Plutôt que d'avoir 4 réveils le matin pour se réveiller, on va essayer de passer à 1. Et plutôt que de chercher à réduire l'incertitude de ne pas se réveiller à l'heure, on va plutôt chercher à accepter que de temps en temps, ça arrive, on n'est pas réveillé par notre réveil et que c'est pas si grave que ça. Donc c'est un exemple qui est plutôt parlant et qui est assez, on va dire, pertinent, puisque pour information, alors souvent les personnes anxieuses, on va dire, ont horreur d'arriver en retard, en général, au travail ou même n'importe où, et elles n'aiment pas être absentes de leur travail. Et pourtant, les statistiques sur la santé au travail montrent que ces personnes anxieuses sont plus souvent absentes que les autres au travail. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, en fait, à force de vouloir tout contrôler, elles finissent par s'épuiser et après elles ont des longues périodes, où souvent aussi ça tombe en dépression, de plusieurs mois où elles ne peuvent plus aller au travail parce qu'elles se sentent complètement épuisées, fatiguées. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de lâcher du lest, de réduire les comportements qui visent à contrôler l'incertitude et plutôt d'essayer d'accepter l'incertitude. Quelque part, c'est un petit peu comme un traitement contre la peur des araignées. Il y a des personnes qui ont peur des araignées, dans un premier temps, petit à petit, on va chercher à les exposer d'abord à une image d'araignée, puis une vidéo d'araignée, puis ensuite on va leur dire qu'ils sont dans une pièce où il y a déjà une araignée, et puis etc. etc. Finalement, pour l'anxiété et l'incertitude, c'est pareil. On va chercher petit à petit à exposer de façon, on va dire, avec une évolution douce, de façon non brutale, mais on va chercher à exposer les personnes pour qu'elles se rendent compte que finalement, quand on passe de 3 réveils le matin à 2 réveils le matin, il ne se passe pas quelque chose d'apocalyptique. Et quand on passe de 2 à 1 réveil, c'est pareil. Et puis aussi identifier toutes les situations que la personne anxieuse va éviter pour éviter d'être exposée à l'incertitude. Donc il y a ce qu'elle fait pour contrôler, mais il y a aussi toutes les situations qui restreignent finalement sa liberté, parce qu'en fait elle a peur. Par exemple, il y a des personnes qui vont pas prendre les transports en commun pour aller au travail parce qu'ils vont se dire « ouais mais les transports en commun, parfois il y a des grèves, parfois ils sont pas à l'heure, moi quand je pars en voiture je suis sûr qu'il n'y aura pas ces problèmes-là, etc. etc. » Enfin, bien sûr, il y a des méthodes qui permettent de gérer les effets indésirables de l'anxiété. Par exemple, la tension musculaire ou les pensées négatives. On peut travailler avec des méthodes de relaxation, que ce soit des méthodes de relaxation respiratoire, musculaire ou encore de visualisation mentale. La première particularité d'un accompagnement sur l'anxiété, c'est que c'est un accompagnement en général qui libère la personne. Alors que sur un accompagnement pour le moral, c'est un peu ingrat parce qu'on cherche à ne pas aller moins bien. Sur l'anxiété, on va assez vite en fait, avoir des récompenses à nos efforts dans l'accompagnement, dans le sens où on va se libérer et on va avoir des gains en termes de qualité de vie. Donc c'est quelque chose aussi qui est plutôt, on va dire, en général bien vécu par les patients. Et aussi par moi, parce que du coup, pour le coup, j'ai vraiment la certitude de me sentir utile. Lors d'un accompagnement concernant l'anxiété, il y a aussi généralement d'autres thématiques qui sont abordées, comme par exemple l'estime de soi. Donc, pourquoi l'estime de soi ? Parce que les personnes parfois se sous-estiment et donc se sentent moins capables de faire face aux menaces. Et c'est pour ça aussi qu'elles s'inquiètent. Il y a aussi la thématique du perfectionnisme qui est parfois présente,
ou encore des thématiques comme l'affirmation de soi, c'est-à-dire la capacité à communiquer avec les autres, à exprimer ses avis, à exprimer ses besoins. Et en général, les personnes qui sont anxieuses ont tendance plutôt à ne rien dire parce qu'elles ont peur, elles redoutent l'avis des autres, elles ont peur d'être mal jugées, elles ont peur que ça génère des histoires, des conflits, et donc elles préfèrent rien dire et elles laissent souvent les besoins des autres passer avant leurs propres besoins, jusqu'au moment où finalement elles sont déçues des autres parce que les autres profitent peut-être de la situation ou parce que même peut-être ils s'en rendent pas compte. Et la personne finit par être frustrée et parfois aussi, du coup, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et la personne se met en colère et puis après elle culpabilise de nouveau, etc., etc. Donc souvent il y a aussi un accompagnement, on va dire, à comment dire les choses aux autres, comment formuler une demande, comment refuser une demande, comment répondre à une critique, etc. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en dessous de cette vidéo et j'y répondrai. Et puis si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça permettra de faire connaître la vidéo et de la diffuser au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous.